Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de votre Guyane Soir, réunion de crise au collège Albert Londres suite au drame qui s'est déroulé hier aux abords de l'établissement. Un homme a été abattu par un gendarme. Certains élèves sont encore sous le choc. 34 habitations illégales détruites au Mont-Baduel à Cayenne, une opération de démolition sur un terrain appartenant à la mairie de Cayenne. La municipalité souhaite occuper cet espace et en faire un centre culturel. Dans ce journal, nous parlerons également de mode. Demain, des élèves de la filière métier de la mode du lycée Melchior Garret vont présenter un défilé sur le thème de l'éco-citoyenneté. Une de nos équipes a suivi les préparatifs. Et enfin, ce soir, notre invité, Julien Pinch, journaliste et présentateur de l'émission Vrai ou Fake. Il est en Guyane dans le cadre du Tour de France de l'éducation aux médias et à l'information. Les circonstances restent encore floues. Hier, un homme de 42 ans, père de 7 enfants, a été abattu par un gendarme à Saint-Laurent-du-Maroni. Il aurait tenté d'agresser le militaire, des faits qui se sont déroulés aux abords du collège Albert Londres. Ce matin, une réunion de crise était organisée. Le reportage de Pierre Tréfou et Ingrid Sauceisma. Hier, dans la matinée, un homme a menacé 3 gendarmes avec un embout de bouteille de gaz à la main. Il sera abattu quelques secondes plus tard. La scène s'est déroulée à quelques mètres du collège Albert Londres. Ces collégiens étaient présents lors du drame. Vous étiez où quand ça s'est passé ? On était là-bas. Et on a vu la police arriver. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là ? On a couru. Moi, j'ai pas couru. On était derrière. Et vous êtes allé par où ? On est allé près du collège. Parce qu'en fait, on pouvait pas aller derrière. On était près du collège. Et on est allé dedans le collège. Au lendemain des faits, une réunion de crise s'est tenue au collège Albert Londres. On m'a demandé évidemment des choses en termes de déploiement de l'équipe de mobile de sécurité. Et ça tombe bien parce que nous sommes justement en train de redéployer l'équipe mobile de sécurité de manière à ce que chacun d'entre eux, ils sont 8 sur Saint-Laurent, soient affectés à une zone et à 1 ou 2 établissements. Donc voilà, c'est vraiment l'hyper-proximité qu'il faut privilégier maintenant. Situé dans le quartier Lac Bleu, certains élèves sont encore sous le choc et craignent de sortir du collège. Est-ce que vous avez eu peur là ce matin de partir ? Oui, un peu. Oui, on avait peur, un peu. Vous avez peur de quoi ? Que la même chose nous arrive. La mairie a annoncé la mise en place de télésurveillance aux abords des établissements scolaires afin d'assurer au mieux la sécurité des élèves de Saint-Laurent-du-Maroni. L'actualité marquée également par le suicide d'un jeune Amérindien à Awala, âgé de 16 ans. Il s'est donné la mort par pendaison la nuit dernière, non loin de la maison de sa mère. Ce sont les voisins qui ont trouvé le corps avant de donner l'alerte ce matin aux alentours de 6 heures. Ce drame s'ajoute aux nombreux cas de suicide recensés chez les Amérindiens en Guyane. On écoute Gilberto Thérèse, un proche de la famille. Il est au micro de Terence Moy. Donc toi, c'était vers quelle heure ? Vers 6 heures comme ça, en fait, c'est moi qui est venu le sauver, en fait. Mais c'était trop tard au dernier moment, déjà, on est arrivé. Puis voilà, du coup, quand je suis arrivé, puis voilà, c'est moi qui l'a sauvé. Puis avec mon petit frère, puis on a tiré. T'es de la famille, toi ? Je suis en fait, de côté, il m'appelait tonton. Oui, comme c'est mon petit frère qui les a nourris aussi, puis depuis bébé. Puis voilà, c'est ici qu'il a grandi aussi, ici dans la famille, quoi. Et après, c'est triste, mais bon, dans la famille, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est là, on peut rigoler aujourd'hui, mais pour demain, on ne sait pas. Une nouvelle opération de destruction au Mont-Baduel à Cayenne. Elle fait suite à un arrêté d'évacuation et de démolition demandé par la mairie de Cayenne, propriétaire du terrain. La zone squattée était insalubre. Les 26 familles concernées avaient déjà quitté les lieux bien avant l'opération de ce matin. Le reportage de Jocelyne Elgouache et Martial Grit. Tout dernier contrôle des agents d'EDF. Ils s'assurent que plus aucun risque d'électrocution n'existe dans le secteur avant la démolition. Sur cette parcelle, sur les hauteurs du Mont-Baduel, tout doit être rasé suite à un arrêté préfectoral d'évacuation et de destruction. 34 maisons construites illégalement sur un terrain de la commune de Cayenne. La commune de Cayenne a encore beaucoup de travail à faire en termes d'habitation et d'insalubrité et de compagnie. Donc il est clair que cette opération que nous faisons aujourd'hui n'est qu'une étape dans la résorption de l'habitat sur le territoire de Cayenne. L'opération mobilise de nombreux services de la municipalité et de l'État. Le secteur a été bouclé le temps des démolitions. Les 26 familles qui vivaient ici ont déjà quitté les lieux et tout emporté. D'autres ont laissé leurs affaires.
4 familles en situation régulière seront relogées. Les déménageurs évacuent les toutes dernières maisons avant la destruction. Un arrêté de démolition dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et après plusieurs alertes de risques sanitaires dans le secteur. L'ARS a publié un rapport faisant part des risques de maladies. Il y a des problèmes d'électricité sauvage, branchements sauvages qui sont extrêmement dangereux. Et il y a eu, même si ça n'a pas été médiatisé, un certain nombre d'incidents, dont il y a quelques mois, un enfant qui a été hospitalisé du fait des conditions dans lesquelles il vivait. La municipalité de Cayenne veut créer sur ce site un centre culturel. 26 maisons démolies. Une goutte d'eau dans le quartier, au regard du nombre d'habitations illégales situées sur les hauteurs du Mont Baduel. Ce quartier, nommé officiellement l'avenue Mère Teresa, abrite encore des centaines de familles occupant illégalement des terrains appartenant à des collectivités locales. La Guyane choisie pour un entraînement médical inédit en France. L'exercice Morpho est initié par le SAMU 75 de Paris, les étudiants de la faculté de médecine. Il est aussi ouvert au SAMU des Antilles et de la Guyane. Cet après-midi à l'ARS, c'était la mise en place d'une cellule de crise dans le cadre d'une cyberattaque dans les hôpitaux de Cayenne et de Kourou. On écoute à ce propos Alexandre de la Volpillière, directeur général adjoint de l'ARS. Il est au micro de Clotilde Séraphin-Georges et Franck Fernandez. Le numérique est partout dans les hôpitaux, que ce soit avec l'imagerie, avec la biologie. Il est aussi sur les dossiers patients, sur les consultations, sur l'entrée à l'hôpital. Tout ça, c'est géré au niveau informatique. Quand on est paralysé à ce niveau-là, on revient un peu à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on reprend ses jambes et on va de couloir en couloir, de bureau en bureau. On récupère les données pour tel ou tel patient. C'est très consommateur en ressources humaines. Et c'est vrai qu'on sous-estime beaucoup cette phase et cet impact sur les ressources humaines, et c'est important de pouvoir ensuite bien l'accompagner pour garder une prise en charge adaptée des patients qui restent dans l'hôpital. La deuxième stratégie importante, c'est d'essayer d'évacuer au maximum les patients qui sont en fin d'hospitalisation, les patients qui sont en urgence vitale et directement impactés par la cyberattaque vers les structures adaptées pour la prise en charge, que ce soit aux Antilles, que ce soit en métropole, ou bien au niveau d'autres hôpitaux ou d'autres, comme le CHOG, qui n'est pas impacté, au niveau du privé ou vers les libéraux. Et l'exercice Morpho se déroulera pendant une semaine avec plusieurs temps forts et de lourds moyens déployés. Plus de précisions dans notre rubrique En savoir plus. Quel est l'intérêt d'un tel exercice en Guyane ? On a saisi l'occasion justement de pouvoir participer à cet exercice, que ce soit les équipes du SAMU de Cayenne ou même l'ensemble des partenaires que ça va impliquer, pour justement se préparer à une gestion de crise d'une telle ampleur. Donc le scénario tel qu'il était envisagé au début, c'était un incident sur le centre spatial de Kourou, mais vu les menaces actuelles qui auraient le plus d'impact, en tout cas sur l'offre de soins tel qu'on peut l'envisager, ça serait forcément des cyberattaques des établissements de santé, puisque vous le savez, ça fait quand même l'actualité. Plusieurs établissements métropolitains ont été attaqués récemment. Donc on a voulu faire une sorte de convergence des risques, à la fois pour prendre en compte la cyberattaque et une menace, un problème industriel qui engendrerait un afflux de blessés, de victimes en tout cas massif. Comment le dispositif de crise se déploierait-il ? En situation réelle, ce qui se passerait, c'est que on alerterait à la fois le national et les ARS des Antilles, puisque ce sont nos proches partenaires, justement pour avoir besoin de renforts pour le volet santé, encore une fois vraiment sur le volet offre de soins, dans l'idée d'avoir des renforts de personnel, des renforts de matériel, mais aussi de pouvoir alléger les établissements et donc de faire des évacuations sanitaires à la fois vers les Antilles et la métropole. Donc tout ça, ça implique à la fois les partenaires santé, le ministère, les établissements de santé, mais également après les compagnies aériennes pour les évacuations sanitaires, la préfecture pour tout ce qui est sécurité des transferts, etc. Donc ça implique énormément de personnes
Pour le volet incident au CSG, ça implique aussi le centre spatial, ça implique les services de secours du SDIS, enfin des pompiers. Il y a énormément de partenaires qui sont impliqués sur cet exercice tout au cours du week-end. Quels moyens humains et matériels seraient mobilisés ? Pour ce qui est des moyens humains, donc le SAMU de Paris et les SAMU d'Île-de-France, en collaboration avec les SAMU de Martinique et de Guadeloupe, viennent renforcer la Guyane pour ces évacuations sanitaires, à savoir du coup qu'il y aurait plus d'une centaine de soignants qui viendraient pour récupérer des patients et les transférer. Donc il y aurait également un avion gros porteur qui servirait justement à ces évacuations sanitaires. On poursuit avec notre revue de presse sur l'Amazonie pour nous parler de l'actualité de nos voisins. Guillaume Perrault est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Lélia. Alors on commence avec un fait dramatique au Guyana. Un incendie a coûté la vie à 19 jeunes. En effet, la tragédie a eu lieu à Mahadia, dans cette ville minière enclavée du centre du Guyana. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré dans un dortoir pour filles, causant la mort de 19 enfants. Ce drame a fait le tour du monde, c'est un véritable deuil national. Voyez ce reportage de Kelly Babo de nos confrères de Martinique la Première. 3 jours après le drame, l'enquête révèle ses premières conclusions. L'incendie qui a dévasté le dortoir des lycéennes de la commune de Mahadia, provoquant la mort de 19 jeunes, a été déclenché par une des pensionnaires. Dans un communiqué, les autorités locales révèlent qu'une élève est soupçonnée d'avoir provoqué l'incendie parce que son téléphone portable lui aurait été confisqué. Les premières investigations ont révélé que l'incendie est de nature criminelle. L'enquête continue. Une source gouvernementale a détaillé à l'AFP que la jeune fille mécontente aurait dans la nuit pulvérisé de l'insecticide sur un rideau, y mettant ensuite le feu à l'aide d'allumettes. Les flammes se seraient très rapidement propagées. Les responsables du dortoir ont confisqué son téléphone portable et la fille a menacé le soir même de mettre le feu au bâtiment et tout le monde l'a entendu. Elles n'ont pas le droit d'avoir de téléphone portable. Ils ont trouvé cette fille avec un téléphone. Elle envoyait apparemment des photos. Actuellement hospitalisée sous surveillance policière, la jeune fille aurait reconnu les faits. Au total, 56 adolescents dormaient dans ce pensionnat à proximité de leur école. Les dernières informations communiquées font état de 19 morts. 3 jeunes seraient dans un état critique, les autres sous surveillance médicale. Des équipes d'experts médico-légaux de la Barbade et des États-Unis sont arrivées en renfort au Guyana. Cuba a également proposé de fournir un soutien médical. À direction le Brésil maintenant, dans l'état de l'Amapá, les autorités luttent contre la grippe qui touche particulièrement les enfants, hein, Guillaume? Oui, cette épi de syndrome respiratoire touche particulièrement les enfants jusqu'à 6 ans, Lélia. Le journal Sales Nafes nous apprend ce week-end la mort de 3 enfants dans le sud de la grippe. 32 ont dû être intubés. Au total, ils étaient 182 à être dispatchés dans les différentes unités médicales de la capitale. Le 13 mai dernier, le gouverneur Clécio a décrété l'état d'urgence sanitaire. Les journaux télé de la Globo et les médias locaux font état des renforts reçus par l'État d'Amapá. 100 000 doses de vaccins pour intensifier la campagne de vaccination. Et mardi, le ministère de la Santé a fait acheminer 12 000 tonnes d'oxygène pour un meilleur accueil des populations autochtones. Les hôpitaux publics ont reçu aussi l'aide d'interprètes pour améliorer la communication entre les équipes médicales, les patients et leurs familles, Lélia. Alors nous restons dans l'Amapá où l'exploration pétrolière fait la une également. Oui, et les élus locaux sont en colère, Lélia. Ils critiquent la ministre de l'Environnement suite au refus de l'agence environnementale brésilienne d'accorder une autorisation pour poursuivre l'exploration au large d'Oiapoque. Hier, lors d'une audition publique à la commission sénatoriale, le journal Diário do Amapá rapporte que le sénateur Lucas Barreto a déclaré, je cite, « Si la ministre de l'Environnement, Marina Silva, prouve qu'en Amazonie, on peut vivre de la chlorophylle et de la photosynthèse, alors je me tais et je vais à ses côtés. »
Dans sa grande majorité, la classe politique locale est favorable à l'exploitation pétrolière. Le gouverneur de la MAPA, Clécio, envisage de porter l'affaire devant la justice. Et le Glabo rapporte que la ministre de l'Environnement, Marina Silva, s'est donc défendue. Elle affirme que Petrobras n'a pour l'heure pas suffisamment évalué l'impact environnemental de cette industrie. Et si les élus affirment avoir l'accord de toute la population, ce projet trouve une forte opposition tout de même. 2 organisations autochtones rappellent qu'il semble impossible qu'un gouvernement s'engage à lutter contre le réchauffement climatique et qui pour autant se positionne en faveur de projets qui augmenteront les énergies fossiles. Merci Guillaume pour toutes ces précisions. Dernière journée aujourd'hui de l'opération éducation aux médias et à l'information, l'occasion de se pencher sur les initiatives qui favorisent le développement de l'esprit critique depuis la rentrée dernière. 10 lycéens de Melchior-Garré, élus éco-délégués, animent une web TV. Au programme un JT et une émission littéraire pour cette télé. Des jeunes qui s'essayent à l'audiovisuel pour promouvoir la lutte pour l'environnement. Karl Constable et Thierry Viviès. Bienvenue dans cette édition du journal des éco-délégués. La web TV de Melchior-Garré a presque tout d'une grande, avec une ligne éditoriale bien à elle, une ligne verte sur fond vert que tracent ces éco-délégués de seconde, première et terminale du lycée. C'est un moyen de toucher tout le monde et de diffuser des messages qu'on entend. Par exemple, on entend parler de développement durable, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc c'est l'occasion d'aller un peu plus loin. Au programme de la conférence de rédaction du jour, la COP27, le bilan écologique de la dernière Coupe du Monde ou encore des rubriques environnementales. On fait attention, on diversifie ses sources, on vérifie l'authenticité, parce qu'on est là quand même pour relayer des informations. Ces journalistes en herbe ont choisi un traitement positif et pédagogique des enjeux écologiques à contre-courant des médias classiques qu'ils jugent catastrophistes. C'est un peu trop négatif, du coup les gens ils sont un peu déprimés, ils n'ont pas forcément envie de lutter contre l'environnement parce qu'ils se disent qu'il y a trop de choses à faire. Enfin, lutter contre le réchauffement climatique, ils se disent qu'il y a trop de choses à faire et qu'ils vont jamais y arriver. C'est pour ça qu'on essaye de donner des conseils et un point de vue positif. La figure de proue de ce JT, c'est Mathéa. Pas facile de présenter un journal télé, il a fallu apprendre en s'inspirant d'exemples professionnels. J'ai regardé des émissions pour savoir un peu comment on faisait. Et qu'est-ce qui était le plus difficile pour appréhender la caméra ? Alors, c'était peut-être faire l'effort de bien parler comme une vraie journaliste. J'ai travaillé l'articulation, les intonations, le placement de la voix, etc. Oui. Avec l'aide de la documentaliste, elle m'a donné beaucoup de conseils. À la réalisation, Noah et Anthony. Pour ce dernier, passionné de montage depuis la 4e, l'aventure a confirmé une vocation. Je me suis vraiment intéressé à la vidéo, au monde du tournage, au montage surtout au montage avec plusieurs logiciels aussi. Premiere Pro, After Effects. D'ailleurs, c'est avec After Effects que j'ai fait la transition du JT. Aussi le traitement de son avec Audacity et Photoshop. 3, 2, 1. Bac en poche, Anthony compte poursuivre des études audiovisuelles. MG Web TV, la petite télé verte qui n'a pas fini de voir éclore des jeunes pousses. Et ce soir, notre invité est Julien Pain, journaliste à France Info, présentateur de l'émission Vrai ou Fake. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes venu spécialement en Guyane pour animer des débats et des rencontres pour ces journées de l'éducation. Vous avez notamment été à Saint-Laurent-du-Maroni avec des scolaires sur le terrain pour leur montrer le travail du journaliste. Vous avez travaillé sur le thème des mules et de l'argent facile. Comment cet échange, comment ce travail a-t-il été fait avec ces scolaires ? L'idée, c'est vraiment de combattre un peu les clichés qui peuvent exister sur notre métier de journaliste, parce que je pense que beaucoup de gens savent pas trop comment ça se passe, et on avait envie d'aller en parler avec des jeunes, et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer notre métier que d'emmener des jeunes en reportage. Donc je suis allé dans une classe, on a parlé de désinformation qui est ma spécialité, donc comment lutter contre les fake news, et puis après on s'est dit tiens, on va travailler sur un sujet en particulier, et je vais vous emmener avec moi et avec une équipe de Guyane la Première, et on est parti en reportage, et donc ils ont appris à faire le métier de journaliste. Ils se sont conduits des interviews, on a fait un tour en pirogue sur le Maroni, on est passé même presque du côté du Suriname, on a appris à faire le métier de journaliste. Et le regard finalement de ces élèves ?
Le regard. Leur regard face à la désinformation. Alors sur notamment. la désinformation, moi je fais beaucoup ça partout dans l'Hexagone aussi, et donc j'essaie de voir quelles sont les idées reçues que ces jeunes ont, quelles fake news circulent sur leur téléphone portable, parce que maintenant la plupart de ces jeunes, ils regardent pas votre journal ou mon émission, ils s'informent sur des téléphones portables, et donc je regardais un peu leur téléphone portable, je regardais un peu à quelles fake news ils étaient... Ils regardaient, et on a essayé d'en discuter et d'avoir les bons réflexes, parce que l'information, comment bien consommer de l'information, ça s'apprend aussi, et je pense que c'était important de venir en parler avec eux. Alors justement, vous allez nous le dire, alors vous animez l'émission Vrai ou Fake, qui revient sur les idées reçues, sur la manipulation, les fausses informations qui circulent notamment sur le web. Quelles sont les clés finalement pour combattre cette désinformation ? Quelles sont les clés que vous donnez à toutes ces personnes qui vous regardent ? C'est très compliqué. Si j'avais une baguette magique pour lutter contre la désinformation, je serais content. Mais je voudrais dire d'abord que la désinformation, c'est un problème qui devient de plus en plus grave. C'est-à-dire que maintenant, moi je prends cette métaphore, on est face à une sorte de tsunami de fausses informations qui est en train de nous arriver. Ça nous arrive dessus, nos jeunes, nos enfants vont être confrontés à ça. Et pour l'instant, on a un peu l'impression que nous, on essaye d'écoper à la petite cuillère les journalistes, mais on s'en sort pas. Donc je pense qu'il va falloir travailler tous ensemble, pas seulement les journalistes, mais s'il y a des parents, des grands-parents qui nous écoutent, il faut qu'on fasse ce combat ensemble. Donc nous, les journalistes, on essaye de faire notre boulot, de démêler le vrai du faux sur ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux pour aider les jeunes à faire le tri. Mais je pense qu'il va falloir qu'on soit tous impliqués, la société civile, les parents, les grands-parents, les hommes politiques et les femmes politiques, pour essayer de faire face à cet enjeu de société. Et ça passe finalement par ces tours de France que l'on peut faire, par ces opérations que l'on vient de voir, ces jeunes qui mettent en place des JT, ça passe aussi par ça. Mais je pense que c'est très important que France Télévisions, on soit motivé et impliqué là-dedans, parce que les professeurs, moi je travaille beaucoup dans les collèges et lycées. Vous en avez rencontré ce matin. J'en ai rencontré encore ce matin, et ils sont un peu démunis parce que on leur fait peser tous les maux de la société à eux. On leur dit voilà, il y a de la désinformation, à vous d'éduquer les jeunes et débrouillez-vous. Et je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Nous les journalistes, alors c'est bien, on présente des émissions tous les deux, on va sur le terrain pour nos reportages, mais je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant que journaliste d'aller aider les professeurs. Parce que ce combat contre la désinformation, toutes ces fake news qui sont dangereuses, c'est pas eux seuls qui peuvent le régler. Il faut qu'on mouille la chemise. Merci Julien Pain d'avoir répondu à toutes nos questions. Un coup d'œil sur notre site internet. Ludmilla Lewis vous propose un article sur la fête de la nature, animé par l'association éponyme, un événement national avec des animations locales en collaboration avec des organisations qui œuvrent pour la biodiversité et la nature. Demain, ce sera le grand jour pour ces élèves des métiers de la mode du lycée Melchior Garret. Ils vont présenter une collection éco-citoyenne. Les créations sont faites à partir de matériaux recyclés. Des mois de travail et de préparation. Thierry Merlin et Abel Parnas sont allés à leur rencontre. Regardez. Je suis en train de faire une robe un peu style Chanel que je vais faire passer au défilé ce mois-ci. Des robes, des pantalons, des jupes et autres créations sorties de l'imagination de ces élèves de première et de terminale au métier de la mode et du vêtement du lycée Melchior Garret. Pendant 3 mois, ces stylistes en herbe ont fait le choix de l'éco-citoyenneté en intégrant à leur création des vêtements recyclés. En fait, on fait que à base de vêtements qui a déjà été portés, utilisés. Donc chaque élève a ramené des jeans qu'ils avaient déjà chez eux. Nous avons réussi à trouver quelques jeans aussi à droite et à gauche en demandant à des gens pour nous offrir des jeans. Et là, chaque élève en fait réalise un vêtement à base de recyclage. Sur place, des jeunes filles motivées et prêtes à relever le défi, à chacune sa mission et sa créativité. Je suis en train de coudre des bagues sur la mini-jupe que j'ai cousu moi-même et on est en train de... J'ai réalisé un patchwork à partir des morceaux de tissu récupérés. J'ai découpé des poches pour ensembler, pour faire le haut. Et pour faire le bas, j'ai coupé le morceau. Un morceau, après j'ai ensemblé avec un morceau, j'ai coupé un grand morceau. Et après, j'ai rassemblé le morceau dessus.
J'ai eu l'idée de faire un thème tropical en fait. On a regardé des photos et après on a pris des vieux jeans, on l'a découpé, on le met ensemble. Au niveau de ton travail, là, il faudra qu'on retravaille parce que là c'était ton devant. Hein. Donc là après, quand on va mettre, on va épingler endroit contre endroit, comme d'habitude, tourner et après on fera juste un petit tourlet au niveau d'ici pour la suite. On essaye de développer leur créativité en fait et d'essayer en fait qu'ils nous fassent rêver et qu'ils essayent de eux exploiter en fait leur créativité intérieure en fait. Des créations qu'un grand public pourra apprécier lors d'un défilé de mode qui se tiendra le 26 mai prochain dans l'enceinte même du lycée Melchior Garé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info en radio dès 5h. L'info est aussi en continu sur notre site internet. Belle soirée à vous et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.